Et bonjour à tous, bienvenue sur notre live Salut! Twitch, la destination incontournable pour les amoureux de sport atypiques et surprenants du monde entier. Ici, c'est Léo, ici présent, enfin vous le voyez en bas. Ici, c'est bien foutu, vous voyez écrit Léo en bas. Et juste à côté de moi, Et il y là, a Damien, là, juste là. Il y a écrit Damien aussi en bas. salut! Ça va, Salut à c'est tous. pour ça que ça veut dire. Il y a écrit Damien en bas. Ça va très bien. On est prêt pour ce nouveau numéro là à parler justement d'un sport dans lequel on va dire beaucoup de choses en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Du coup, aujourd'hui, comme d'habitude, je vais réexpliquer encore le principe. On va parler de sport insolite. Donc, l'idée du podcast et du live Twitch, c'est de présenter des histoires incroyables, des anecdotes sur des sports qui sont pas très connus en France, ou en tout cas qui sont pas extrêmement exposés en tant que sport en lui-même. Et surtout, c'est des sports quand même qui ont un certain retentissement. Donc, il faut quand même une sorte de championnat du monde. Il faut quand même quelque chose un peu organisé parce que sinon, on peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Donc, on a privilégié ces sports-là. C'est ça. Après, on a déjà discuté avec Damien, on fera Au bout d'un peut-être des... moment, on finira par en parler de Voilà, ces à un sports-là. moment peut-être on en parlera à force de faire des épisodes, mais surtout je pense qu'on fera des sortes de spin-off, des éditions, des épisodes Oui. spéciaux, où on compilera des sports un peu particuliers comme ça, mais globalement, dans la partie qui nous concerne, c'est vraiment les sports insolites, mais avec un minimum de structure, d'organisation au niveau mondial. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sport qui a, comment dirais-je, qui est international, mais surtout qu'il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de traditions. Enfin, ça dépend de sa forme, mais beaucoup de Oui. traditions de base. Et on va parler de cricket. T'as rien à Le dire. T'as cricket. rien à dire. De cricket. Il a rien à dire. Alors, le cricket, le sport qui brasse, le sport qui vaut 6 milliards maintenant, techniquement, quelque chose comme ça. Non, pas 6 milliards, qu'est-ce que je raconte? Qui vaut 1,6 milliard, ce qui est déjà énorme, mais qui est regardé partout dans le monde, en tout cas, partout dans le monde, sur à peu près une quinzaine, vingtaine de pays. D'accord. Donc le monde entier, quoi, Mm. voilà. Et donc un sport qui est extrêmement connu pour certains pays, dans certains pays, et vous passez la frontière parfois, et le pays d'à côté n'a jamais, quasiment jamais entendu parler de ce sport. C'est Mm. véritablement quelque chose de très, très incroyable, quoi. C'est même encore plus, comment dire, c'est encore plus marqué en termes de renommée que pourrait l'être le rugby, par exemple. Eh oui. En tout cas, c'est effectivement un sport qu'on avait mis dans notre liste un petit peu, vraiment dans les premiers quand même. Hein. On avait rapidement mis ça dans les premiers parce que c'est un sport, effectivement, vous verrez, qui est assez similaire au baseball, mais pas pareil quand même. C'est quand même un peu différent. Et surtout, effectivement, moi j'ai fait des recherches ce week-end. Au final, il y a plein d'histoires en fait. C'est assez terrible. Alors, Il y a plein il d'histoires y a partout. plein d'histoires, il y a plein de cricket différents. Alors Ouais, déjà, j'ai commencé par dire une connerie. C'est oui. bien le sport qui vaut 6 milliards, parce que l'Indian Premier League, justement, la plus grosse ligue du monde dans ce sport-là, vaut 6 milliards. Enfin, un contrat télé à 6 milliards, quand même, c'est quand même pas mal, 6 milliards de dollars. C'est pas mal, ouais. Mais surtout, en fait, on dit le cricket. Mais on devrait dire même les crickets, parce que le cricket, le monde du cricket, on devrait dire ça comme ça, puisqu'il y a une fédération mondiale, mais qui regroupe plusieurs codes. Et donc, il y a plusieurs pratiques du cricket, et donc pour plusieurs publics, pour plusieurs formes différentes. C'est-à-dire que, par exemple, je veux dire formes physiques différentes, et on pourra peut-être en parler, puisqu'en ce moment se tient d'ailleurs la Coupe du Monde de la forme la plus, comment dire, enfin, pas la plus prestigieuse, mais en tout cas celle qui Traditionnel. va Non. proposer le meilleur rapport Ah, qualité-prix, si j'ose dire, en tout cas en termes de spectacle, puisqu'il s'agit de la Coupe du Monde de ce qu'on appelle One Day International, donc qui sont en fait ce qu'on appelle. Alors c'est après, on va oui. creuser dedans, on vous expliquera un petit peu tout ça, mais ce sont des matchs qui durent en maximum une journée, là où par exemple beaucoup plus prestigieux, il y a les test matchs qui peuvent durer jusqu'à 5 jours. Mais là, cette forme-là, si vous gagnez la Coupe du Monde de cricket en One Day International, vous êtes une légende déjà, d'ores et déjà. Après, vous pouvez gagner un test match, bien entendu, mais je veux dire, vous avez déjà ça à votre palmarès, et c'est beaucoup plus que par exemple, Coupe du Monde de format plus petit.
Yes, tu as effectivement pas anticipé la suite, mais c'est pas grave, ça permet de faire une belle introduction à ce sport qu'est le cricket. Comme d'habitude, on va parler d'histoire, on va parler de règles du jeu, on va Je suis allé parler trop de loin comme grandes d'habitude. compétitions, on va parler des plus grands, des légendes du sport, en tout cas qui nous semblent être des légendes du sport. On va parler de pop culture, on va parler de plein de choses, et puis bien sûr, à la fin, comme d'habitude de notre émission, on parlera de l'actualité, nos coups de cœur, nos coups de gueule pour l'actualité de ces 2 dernières semaines. Voilà Damien, je te propose de commencer tout de suite avec l'histoire de ce sport. Et pour raconter l'histoire de ce sport, je vais me permettre de commencer, et puis tu pourras commenter, ajouter des petites nuances, des petits trucs en plus. Alors, d'après Wikipédia, parce que je me base comme sur Wikipédia en anglais, par contre, je me suis basé sur celui en anglais, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. La riche histoire du cricket donc commence dans le sud-est de l'Angleterre, jalonné de plusieurs développements différents. Il est né et mentionné, alors on va parler de mention, parce que peut-être qu'il est né avant, par des activités, on va dire, champêtres à cette époque-là. Mais la première mention de la notion de sport de cricket, c'est en 1597, dans des témoignages lors de jugements de la cour ecclésiastique anglaise, qui a du coup, qui a été mentionné là, parce qu'il y a eu des conflits lors de parties de cricket, donc ça a été réglé à la cour ecclésiastique. Et à l'époque, en fait, l'équipement était très très simple, c'était du laine de mouton pour la balle, des bâtons simples, des bâtons de bois pour les battes, et des tabourets pour le guichet. On vous expliquera ce que c'est que le guichet, mais c'est un tabouret, tout simplement, pour le guichet. Ensuite, le mot cricket, alors son origine est un peu incertain. Certains disent que c'est un mot en saxon, qui était Chris à l'époque, qui voulait dire bâton. En vieux français aussi, ça se disait cricket, en vieux français, le bâton. Et aussi en flamand, puisque en flamand, ça se dit kick. En flamand, ouais. Ça se dit kick. Donc voilà, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça devrait provenir de ses origines. Ensuite, ça s'est prospéré dans le XVIIe siècle avec la monarchie qui a commencé à surtout attirer, en fait, ce qui a développé ce sport, c'est des parieurs. Parce que les Anglais, ils adorent faire des paris sportifs. Ils adorent ça. Donc ça s'est pas mal développé comme ça. Et là, je vais t'arrêter tout de suite par rapport à ça. Et tu fais bien de dire que c'est un sport qui a tout de suite été pris en compte par les parieurs parce que ça initie, en fait, quelque chose de fondamental à comprendre. C'est que dès le départ, dès qu'on a ces parieurs-là, eh bien, on a des compétitions qui se mettent en place. Même simplement des fois informelles, hein. Tout à Mais fait. à la grande différence de nous, on connaît beaucoup le rugby, par Ouais. exemple, et on a pour ceux qui connaissent un petit peu le rugby, notamment le rugby anglais, le fait que faire de la compétition autour du rugby à 15, pendant très longtemps, en tout cas jusqu'aux années 70, c'était relativement mal vu. C'est un sport de gentleman, c'est un sport de loisir, c'est le sport de loisir par excellence pour le maintien en forme en quelque sorte. Non, le cricket, certes, effectivement, est joué par les mêmes personnes qui vont vous faire des leçons de morale sur le rugby, mais ils vont parier. Et là, par contre, c'est du sérieux, c'est de la compétition, c'est pas simplement un sport loisir. Exactement. Du coup, lors du XVIIe siècle, on a vu la formation des premières équipes de comtés. C'est les comtés anglais qui ont formé les premiers clubs. Et ensuite, il y a eu un début d'internationalisation également vers la fin du XVIIe, début du XVIIIe à cause de la colonisation anglaise. Donc ça a permis de développer ce sport dans d'autres continents. Et les règles du cricket ont été codifiées en 1744 sous le nom, bien sûr, de Laws of Cricket, évidemment. Modifié, affiné depuis, bien entendu. À partir du XVIIIe siècle, il y a eu un tournant, en fait, où le cricket a adopté la batte droite, puisqu'avant, la batte n'était pas obligatoirement droite, mais à partir du XVIIIe siècle, la batte est devenue droite, parce que les lancers sont devenus plus compliqués à récupérer, C'est ça. et donc la batte droite était le plus efficace. Au XIXe siècle, une évolution, en fait, des formats de match, parce que ça a beau être codifié dans les règles, les formats de match qu'on pourrait varier entre les différentes compétitions de l'époque. Et puis surtout... Puis les formats ont beaucoup évolué avec le temps, Bien ils sûr. évoluaient selon le comté aussi. D'ailleurs, on jouait avec les règles de tel ou tel comté C'est parce ça. qu'on était gentleman et qu'on leur laissait l'avantage du terrain, etc. Et des règles, du coup. Du coup, ensuite, il y a eu l'introduction de lancer du haut vers le bas, parce qu'en en fait, pareil, on pouvait lancer un peu n'importe comment, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce qui est le plus efficace, c'est le lancer du haut vers le bas. Et enfin, première rencontre internationale en 1844 entre les États-Unis et le Canada, pas du tout l'Angleterre. Les Et États-Unis oui, et le pas Canada. du tout entre Et non, l'Angleterre et pas du tout. l'Australie, par exemple, qui Pas est du tout. Qui est un grand voilà, classique, mais le pas du tout à ce voilà, moment-là. le plus respecté. Non, parce que les Anglais, ils restent entre eux à l'époque. Hein. C'est un sport de gentleman, comme tu dis, de lord.
sur un terrain qui n'existe pas. Alors d'ailleurs, qui n'existe Ah bon, plus, je veux qui dire, n'existe pardon. plus, ouais. Qui... Parce que Oui, oui. si Non, si non, t'as un en match sur fait, un terrain qui n'existe pas, c'est ce qu'on appelle un rêve. C'est Non, une alors, illusion. on en parlera des matchs Je fantômes, déconne. mais ce Oui. sera pour plus tard, en Exactement. cricket. Salut. Exactement. Et du coup, Donc, il n'existe plus, le terrain où s'est non, joué qui ce match. n'existe plus. Le club de Saint-Georges existe, il me semble toujours. Par contre, alors il a été bouffé ensuite par d'autres trucs, mais bref. Ok. Aujourd'hui, le club se trouve dans le New Jersey, de l'autre côté, dans un coin qui s'appelle Hoboken, qui est juste en face de New York et qui est très sympa le soir D'accord. d'ailleurs. Si vous voulez fuir Manhattan et les rooftops super chers, allez à Hoboken, c'est sympa comme tout. Bref, mais en plus c'est relié par le métro. Mais globalement, le terrain ensuite du club de Saint-Georges a été transféré d'abord à Harlem et ensuite dans le New Jersey. Bref, a fait les frais tout simplement du développement urbain de New York. Mais il faut savoir aussi que ça a jamais vraiment pris le cricket en Amérique du Non. Nord, que ce soit aux États-Unis où on a le baseball, et contrairement à ce qu'on pense, le cricket n'est pas l'ancêtre du baseball, puisque le cricket et le baseball ont été codifiés à partir d'espèces de même nébuleuses de jeux de balles et de battes, là où, par exemple, il y avait ce qu'on appelle le rounder, qui était la version, ce qu'on va dire, du proto-cricket, comme on pourrait appeler ça aujourd'hui, mais qui se jouait à la ronde, c'est-à-dire avec des gens qui couraient donc en rond. Là où le cricket, la grande différence, c'est que ce sont des allers-retours entre les deux guichets. Mm. Ça, mis à part. L'autre pays qui aurait pu très bien se mettre au cricket, qui s'y met que maintenant, et encore, c'est une hype assez artificielle, parce qu'il y a une grosse communauté de gens du sous-continent indien, c'est le Canada. Et en fait, non, les nobles, les bourgeois, les possédants, bref, la bonne société qui aurait pu d'ailleurs en Angleterre ou en Inde se la comparer entre familles, entre comtés, à coups de batte et de guichet, au Canada, ils s'en foutaient. C'est ça. Ça n'a jamais pris. Ça n'a jamais pris. Exactement. Après, ça s'est accéléré bien sûr. Par contre, une dernière chose, le premier club au Canada, le premier club en Amérique du Nord, c'est celui de Montréal. Je tiens à le dire. Francophone, quoi. C'est quand même terrible. Bon, après, ça s'est développé au fur et à mesure, je passe assez vite. Et puis, le cricket, c'est surtout, bien sûr, de plus en plus structuré et c'est structuré en Coupe du Monde, etc., avec, bien sûr, l'Angleterre et l'Australie ensuite on va dire, en pilier de ces compétitions. Et il y a eu des crises aussi dans le sport du cricket à l'international, puisque avec l'apartheid en Afrique du Sud, il y a eu le bannissement de l'Afrique du Sud dans des compétitions internationales. Et puis, surtout ensuite, c'est développer d'autres formes, comme tu l'as dit, de cricket. Lorsque la télévision s'est intéressée à ce sport, il fallait faire évoluer ou créer des formes du cricket pour que ça soit beaucoup plus télévisuel, beaucoup plus digérable par le grand public là-dessus. Alors, l'arrivée de la télé, mais c'est quelque chose de fondamental. Auparavant, tu as mentionné tout le process pour codifier le cricket. Il y a ce qu'on appelle les test matchs, qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de vocabulaire, et notamment le rugbystique, puisque ce sont les matchs officiels qui comptent pour un classement mondial. Sauf qu'à la base, ça comptait pas du tout pour un classement mondial, ça comptait juste pour les statisticiens comme match officiel et non pas simplement match amical. Et parmi d'ailleurs ces test matchs, il y en a un qui s'appelle The Ashes, d'ailleurs au passage, qui est un storytelling en lui-même, puisque... Tu voulais en parler, pardon? Non, ouais, je voulais en parler plus tard, mais c'est pas grave, t'inquiète, ça faisait partie de l'histoire. Désolé. Non, pas de souci, t'inquiète, tu anticipes beaucoup de trucs, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Donc, test match entre l'Angleterre, très vite, test match entre l'Angleterre et l'Australie en 1883. Pour la première fois, les Australiens l'emportent sur le gazon anglais. En plus de ça, donc attention, en crime de lèse-majesté. C'est clair. Eh bien, on a la presse locale qui a fait... simplement, en fait, qui s'est moqué de cette équipe-là, qui a tourné cette défaite, si j'ose dire, avec beaucoup d'humour, en utilisant une rubrique nécrologique, en indiquant à la fin de cette rubrique, que la dépouille, voilà, je retrouve le texte, la dépouille du cricket anglais sera incinérée et ses cendres seront apportées en Australie. Bien entendu, puisque chacun va chez l'autre, chacun à son tour, bien entendu, avec le développement des transports avec l'Empire colonial britannique, on pouvait
envisager une série une année chez l'un, une année chez l'autre, même si c'était à l'autre bout du monde. Tant mieux si c'était à l'autre bout du monde, parce qu'en plus de ça, ça servait à la propagande impériale britannique, bien entendu. Ouais, en fait, il y a... Mais alors, oui. pour ce qui est de la télévision, mais c'est la Super League. Tu vas parler de la pas de la Super League, pardon, de la guerre de la guerre télévisuelle qui a eu Ah lieu en non, Australie tout de même. j'avais pas ça, mais tu pourras l'évoquer lors de la section dédiée aux compétitions internationales. On en a un truc là-dessus. Donc Alors let's go, ouais, on garde ça pour plus tard. Parce Ça qu'il faut marche. quand même expliquer les règles, parce que là, on prend des termes déjà, et les gens, je pense, ils sont à côté de la plaque déjà. Parce que le cricket, le problème, c'est que t'as des termes Raconte, et puis spécifiques. comment on y quoi. joue à ce machin-là, Bah, quoi, c'est vrai. exactement, déjà, comment on y joue. Eh bien, donc, on va passer aux règles. Et pour parler des règles du jeu, comme d'habitude, mon cher Damien, on va regarder une vidéo de On Explains, comme d'habitude. Et donc, pour expliquer Logique. le cricket, donc, pour vous expliquer tout ça, le cricket est joué entre deux équipes de 11 joueurs, avec un remplaçant en cas de blessure. Le but du jeu est de marquer plus de points de run que l'équipe adverse. Alors, au début du jeu, il y a un tirage au sort pour déterminer l'équipe qui commence, mais ça, on s'en fout. L'équipe qui lance la balle place ses 11 joueurs sur le terrain, tandis que l'équipe adverse envoie 2 batteurs. Donc, il y a la défense et l'attaque. Et l'attaque est constituée de 2 batteurs. Ces batteurs travaillent toujours en duo. Ils ont pour objectif de marquer des runs. Et un run, c'est un aller. Et c'est aussi un retour. Ça fait 2 runs. Quand on fait un aller-retour, ça fait 2 runs. Ensuite, vous voyez, là, sur les images, si vous regardez ça sur notre live Twitch, ou bientôt sur notre diffusion sur la chaîne YouTube, eh bien, vous voyez des poteaux en bois, surmontés de 2 petites pièces de bois. C'est ce qu'on appelle le guichet. Et en fait, l'objectif, globalement, l'objectif du lanceur, c'est de viser ce guichet pour le détruire, en fait, avec cette balle. Et l'objectif du batteur, c'est de défendre ce guichet, pour éviter que ce guichet se fasse détruire. Parce que sinon, il se fait éliminer, tout simplement, comme au baseball. Donc, les batteurs essaient de frapper la balle le plus loin possible, parce que ce qui est très fort, c'est que si tu fais rouler ou si tu balances la balle pour que ça atteigne l'extrémité du terrain, donc les bords du terrain, ça marque 4 runs, automatiquement. Et si tu fais je mets les guillemets, home run, donc si tu sors la balle par-delà les limites du terrain, c'est 6 runs d'un coup. Donc voilà. C'est un six. Voilà. C'est un six, exactement. C'est un six. Et c'est le nombre maximum de runs en un seul coup possible, marquable. Donc l'équipe de la défense doit sortir les batteurs. Alors, il y a plein de règles pour sortir pour sortir un batteur. Alors, il y a moult règles. La façon la plus facile à visualiser, c'est détruire donc le guichet. Ça, c'est vraiment la manière la plus simple. On peut le détruire par le lanceur, mais on peut le détruire par un défenseur qui est derrière. Vous voyez, il y a un joueur qui est juste derrière le guichet. S'il récupère la balle et il détruit le guichet avant que le batteur puisse revenir pour défendre ce guichet, il est éliminé. Donc c'est vraiment un jeu qui est assez stratégique, assez technique, pas si évident que ça à visualiser à la vue. Donc voilà, donc il y a le fait qu'on frappe le guichet, on peut attraper la balle en l'air sans qu'il rebondisse, donc si on le catch, on l'attrape avant qu'elle tombe au sol, il est éliminé aussi, comme au baseball d'ailleurs, c'est exactement la même règle. Donc on atteint le guichet avant le batteur, ça l'élimine. Pareil, si l'arbitre, qui est juste derrière aussi, il voit que la balle se fait volontairement dévier par le défenseur, par le batteur, alors que la balle devrait détruire le guichet, il est éliminé, parce qu'il considère que c'est pas un geste autorisé, c'est-à-dire on peut pas défendre avec son corps volontairement. Il y a d'autres règles comme ça, mais globalement, le plus simple à comprendre, c'est le batteur essaie de balancer la balle le plus loin possible et défend son guichet. Le lanceur et les défenseurs essaient d'éliminer le batteur pour qu'il puisse sortir. Pourquoi c'est important ? Tant qu'il n'est pas éliminé, les batteurs restent sur le terrain. Oui. Ils restent sur le terrain, ce qui est très différent du baseball. Ils restent sur le terrain tant qu'il n'est pas éliminé. C'est pour ça que ça peut durer longtemps, dans sa forme la plus classique, en fait. C'est pour ça. Vous voyez du coup les formes, les différents formats de cricket, le T20, le One Day et... 3 grandes formes. Ouais, les 3 grandes formes. Et le classique, on va dire, le test cricket, test match, quoi. Donc, pour le T20, il faut savoir qu'en gros, on parle de over. Donc, en fait, un lanceur doit faire 6 lancers légaux à un batteur. Et une fois qu'un over est terminé, on met un nouveau lanceur. C'est ça qui est c'est le lanceur qui change.
Et en fait, on essaie de sortir l'autre batteur. Parce que comme il y a 2 batteurs qui font les allers-retours, ben il faut lancer sur l'autre batteur dans le même over. Et donc, quand les 2 côtés sont faits, donc quand 2 overs sont faits, on fait un inning, comme au baseball. Exactement de la même manière. Bon, c'est pas si évident que ça à comprendre comme ça, mais bon, on s'y fait assez vite derrière. Ouais, parce qu'un over, c'est 6 lancers en réalité, et donc ensuite on change de lanceur, mais seulement au bout de ces 6 lancers. Et dans le temps, ça a évolué, puisque certains lançaient 8 balles, d'autres moins, enfin bref. Là, maintenant, ça a été codifié à 6 lancers. Et c'est pour ça que d'ailleurs le T20 s'appelle 20-20, parce qu'il y a 120 balles en fait. Il y a 120 balles. Exactement, puisque chaque équipe dispose de 20 overs pour un inning, pour faire ses lancers. Durant environ, donc, en moyenne, c'est 3 heures de match. Après, on a le One Day Cricket qui est effectivement... Pour le T20, oui. Oui, tout à fait. On a le One Day Cricket, c'est une journée, maximum. Voilà. Donc, c'est à peu près 40 à 50 overs pour un inning par équipe. Et puis, tu as le test cricket, donc le test match, qui est la forme la plus ancienne, la plus traditionnelle et la plus longue, puis ça peut se jouer, bien sûr, sur plusieurs jours. Il n'y a pas de limite d'over, en fait, pour les équipes. Qu'on appelle aussi first class, exactement. First class, tout à fait. Qu'on appelle première classe. Voilà, c'est pour bien montrer que c'est le sport de l'élite, le first class, comme en avion. Voilà les grandes règles. Oui, tu disais, pardon. Mais c'est ça, c'est les grandes règles, mais alors il faut savoir que le first class n'est joué que par les nations qui sont autorisées à y jouer, bien entendu. Tu as tout à fait raison, on en reparlera lors des grandes compétitions, mais en fait, il n'y a que quelques pays qui peuvent y jouer au test match, à sa forme la plus traditionnelle, tout simplement. Voilà pour les règles du cricket. Alors, on est allé assez vite et on n'a pas voulu entrer dans le détail d'essai, mais pour bien situer, effectivement, c'est vraiment une équipe qui défend, donc qui lance et qui défend autour, et 2 joueurs qui attaquent avec les 2 batteurs qui doivent faire des allers-retours, comme tu l'as dit, entre les 2 guichets. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour être plus clair, si vous voulez d'ailleurs, pour être plus clair, moi ce que je vous invite à faire, c'est de regarder les résumés, les highlights, ou les résumés, les faits saillants, comme on dit au Québec, des matchs, notamment de la Coupe du Monde. Alors, de la Coupe du Monde de cette année, ou de la Coupe du Monde de T20, où le jeu est peut-être plus facile et plus lisible pour les néophytes. Et ce qui est intéressant et ce qui est très amusant, ou d'ailleurs aussi les highlights de l'Indian Premier League, qui sait se vendre, mais alors de manière absolument incroyable. Et surtout, en fait, mais je conseillerais même d'ailleurs d'aller du côté même de l'Indian Premier League d'ailleurs, dans le sens où les matchs sont même encore mieux scénarisés dans leur résumé, dans le sens où ils nous vendent en fait une sorte de déroulé du match de cricket en T20, bien entendu, où vous avez bien entendu toutes les innings d'une équipe, et enfin le inning d'une équipe et l'autre inning de l'autre équipe, bien entendu. Donc chaque manche, il y a 2 manches. Et donc c'est présenté finalement comme un match de foot, finalement. On a une première mi-temps, une deuxième mi-temps. La première mi-temps, vous avez l'équipe qui est in et qui, ensuite, en deuxième mi-temps, devient out. Donc, celle qui était batteur devient attrapeuse. Et là, vous avez effectivement tout un cheminement de pensée qui commence à se mettre en place en disant « Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que si l'équipe a choisi de lancer en premier, c'est qu'elle pense faire un certain score qui ne sera pas atteint, qui ne pourra pas être atteint par l'équipe adverse. À l'inverse, on a l'équipe adverse qui peut-être peut choisir de ne pas lancer en premier parce qu'ils attendent que l'autre équipe ait fait tous ses lancers, quitte à se voir crédité d'un gros score à rattraper, mais eux, en deuxième partie, auront un score à rattraper qui sera identifiable. Par exemple, j'en sais pas, il y aura 160 points à rattraper, et ben go, 160 points, et ben on fera 161, et voilà. Puisqu'effectivement, chaque équipe ne passe qu'une fois en défense Exactement. Et en attaque, puisque dès qu'on a épuisé les 11 joueurs, ou les nombres de over, par les règles tacites du jeu et de la forme du jeu, dès qu'on a épuisé les 11 joueurs, c'est l'autre équipe qui remplace l'équipe attaquante, et ils inversent, en fait, les deux. En T20. En T20, effectivement. Du coup, parfait pour une transition vers les sportifs légendaires, puisque dans cette histoire de statistiques, de formes différentes, eh bien, il y a des sportifs légendaires qui ont émergé de ce sport, et je vais l'évoquer tout de suite. On va parler d'un lord, on va parler de Sir Garfield Sobers. Il est né le 28 juillet 1936 à Bridgetown, dans les Barbades. Eh oui, dans les Barbades. Okay. Il est reconnu comme l'un des plus grands joueurs de cricket de tous les temps. Pourquoi ? C'est
C'est un joueur agressif, c'est un lanceur hautement compétent. Je vous montrerai quelques images pour ceux qui sont sur Twitch et ceux qui vont revoir en diffusion YouTube. Ça lui vaut d'être considéré comme le meilleur all-rounder. Pourquoi? Parce qu'il a commencé sa carrière en 1954 dans les Antilles à l'âge de 17 ans. Il a gravi les échelons et il a surtout établi un nouveau record pour le score individuel le plus élevé pour un inning de 365 runs. Alors, faut savoir un truc. 365 runs, c'est complètement fou. Il faut savoir que quand vous arrivez à taper l'équivalent de 100 points, de 100 courses, vous êtes ce qu'on appelle centenaire. Vous réalisez un centenaire. Un century. Un century. C'est ça. Et lui, il a fait 3 centuries et 65. C'est un truc de fou. C'est fou. C'est fou. Ce record a tenu jusqu'en 1994. Il avait un trait unique. En fait, à sa naissance, il avait 2 doigts supplémentaires sur chaque main. Il avait 2 doigts supplémentaires, un sur chaque main, qui ont été enlevés peu après sa naissance. Et du coup, il semblerait que déjà, il avait montré des aptitudes pour les sports de balle en général, cricket, basketball, baseball, mais il a choisi le cricket au final. Et donc, c'est un joueur qui a vraiment, vraiment marqué son époque et il a vraiment, vraiment été désigné. En plus, il a été désigné en 2000 comme étant le joueur du siècle. Le joueur du siècle précédent. Wisden Cricketer of the Century. Donc, il fallait l'évoquer, il fallait en parler. Wow. Mr. Sir Garfield Sobers. Alors, je vais te parler ensuite, on ne peut pas parler de cricket sans parler de Sri Lankais. Oui, tout à fait, c'est pas indien, mais de Sri Lankais. Et je vais vous parler de Muttiah Muralitharan. Pourquoi je vous en parle? Oula. C'est une légende au Sri Lanka. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme étant un lanceur de légende. Donc lui, c'est un lanceur, en tant que sportif de légende de ce sport. Et son apogée a été atteint lors de son tout dernier test match. Donc c'était son dernier test match de sa carrière, où il avait besoin d'une prise pour atteindre 800 runs. Vous vous rendez compte? 800 guichets pris. Dans la même test match un jour assure. Exact. Ouais. C'était un moment extrêmement dramatique parce que c'était encore une époque où le Sri Lanka, c'était encore considéré comme un petit pays mineur, etc. Et donc un joueur sri-lankais avec son équipe du Sri Lanka qui réussit à faire cet exploit, c'est vraiment incroyable. Et il y avait tout un suspense autour de ça et j'en reparlerai lorsqu'on parlera de la période, de la séquence pop culture du cricket. Mais il a ensuite d'autres nombreux records mondiaux, donc 800 guichets dans un test match en format first class. Il a aussi le record de guichets, de run en un match de one day, 534 runs. Et du coup, en combinant les 2 formats, ça fait déjà plus de 1200. Et en fait, en T20, il a aussi le record. Voilà. Autant te dire qu'il a tous les records du nombre de runs dans un seul match. Il a eu le record du plus grand nombre de prises de 5 guichets dans un seul inning, avec 67 prises de 5 guichets en un seul inning, et plus de prises de 10 guichets dans un seul match. Enfin, il a tous les records de lancer, enfin, c'est n'importe quoi, c'est une folie, ce joueur, et c'est vraiment une folie sans nom. Voilà, oui, pardon. On rappelle d'ailleurs que le match s'arrête, quel que soit le nombre de lancers restants, s'il y a 10 guichets détruits dans un... En tout cas, le match s'arrête. La manche s'arrête en test match, le match s'arrête en T20. Exactement. Allez, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré l'image de lui, mais en gros, ce qui est remarquable avec ce joueur, c'est que il y a des vidéos YouTube sur son 800e inning. Ah bah tiens. Je monte là. Hop. J'ai raté la séquence, vous voyez. Hop, c'est son 800e lancé. Le voilà, il lance, et ça, c'est son 800e. Et c'est vraiment... tout derrière, voilà, il rattrape en plein vol. En plus, c'est pas un truc où c'était facile. Il fallait que son défenseur rattrape la balle en plein vol pour y arriver. Et là, c'est la folie dans la foule. Son 800e, quoi. Et c'était incroyable. C'était complètement de la folie. Donc, c'est une vidéo, vous vous rendez compte, c'est quand même une vidéo qui date depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. Et c'est une vidéo qui est sur YouTube aujourd'hui. Voilà, 800e run, 800e éliminé. Je te parlerai d'un dernier qui est assez particulier pour le coup parce qu'il est pakistanais. C'est Imran Khan. Ah bah. Figure légendaire du cricket, que ça soit avec une vie extraordinaire sur le terrain, mais surtout en dehors aussi. Oui, surtout en dehors ces dernières années, oui. Né le 5 octobre 1952 à Lahore au Pakistan.
Il a commencé donc par le cricket dès son plus jeune âge. Il fait ses débuts en première classe à 16 ans. Hein. À 16 ans, il débute sa première classe. Et ensuite, il s'est rapidement fait remarquer pour jouer dans l'équipe nationale du Pakistan de 1971 à 1992. C'est un joueur polyvalent, c'est un lanceur redoutable, mais aussi un batteur habile, très agressif, et puis surtout, c'est un playboy. Je vais vous montrer quelques vidéos. C'est le playboy des années 70, quoi. C'est le mec, il est absolument... voilà. Il a la coupe de cheveux, il a tout ce que vous voulez. Bon, là, vous ne le verrez pas bien parce que il a son casque. C'est une rockstar. C'est une rockstar, exactement. C'est une rockstar parce qu'il faut savoir que il est devenu ensuite capitaine de l'équipe du Pakistan et il a brillé l'équipe du Pakistan en 1992, puisqu'il a remporté sa première et unique victoire en Coupe du Monde en 1992. Hein, donc, voilà, avec cette équipe. Donc, c'est quand même assez énorme, pour le coup. Donc, voilà. C'était vraiment impressionnant. Et donc sa carrière ensuite. Voilà. En dehors du terrain, il était connu pour sa vie de playboy, pendant ses jours de célibataire, où il a eu des conquêtes féminines, je ne pourrais pas les compter. Très médiatique, des jeunes femmes très connues au Pakistan, des actrices, des mannequins, voilà, tout ce que vous voulez. Et surtout, il est surtout maintenant connu aujourd'hui comme étant politique, puisqu'il a fait une transition du sport à la politique. Il a fondé un parti à lui en 1996, il est devenu Premier ministre du Pakistan en 2018. Voilà. Après, bon, on va pas parler de politique puisque c'est sa vie. Après, les habitudes de Playboy l'ont rattrapé, j'ai envie de dire. Voilà. C'est un peu ça, exactement. Donc, un joueur extrêmement emblématique au Pakistan avec énormément de légendes autour de lui. Oui, dis-moi. Alors, est-ce que tu peux juste remettre justement cette vidéo qui est, qui est la même en fait. Non, je voulais donner la même anecdote que pour notre ami sri-lankais, sachant que d'ailleurs le Sri Lanka est une nation de test match depuis finalement pas si longtemps que ça, peut-être une grosse trentaine d'années, quelque chose comme ça. La vidéo, voilà. Mais surtout, regardez bien ces joueurs. Ils sont en blanc et la balle est rouge. Ce qu'on appelle, du coup, dans le jargon, la balle, ce qu'ils appellent, parce que du coup, moi, j'y joue pas, hein, c'est les Britanniques. Mais ce qu'ils appellent la balle rouge, notamment, ça désigne ça, justement. Les joueurs qui sont en blanc, donc pas du tout de maillot d'appartenance, si j'ose dire, télévisuel à une certaine équipe, on sait d'ores et déjà, par la position des joueurs, parce que justement, on a un lanceur, et on a un batteur, et on a des attrapeurs, eh bien, on sait qui est quoi, ou qui fait quoi, et donc qui est dans quelle équipe. Il n'y a pas besoin, d'une certaine façon, en tout cas dans la culture autour des test matchs, il n'y a pas besoin d'avoir de maillot distinctif d'équipe. Tout le monde joue en blanc. Et c'est ça le test cricket ou le first class cricket. C'est la position qui détermine, on sait quand on est en train de regarder un match, qui fait partie de quelle équipe. Exactement. Par contre, avec la télévision, on s'est retrouvé depuis surtout les années 70-80 avec donc des maillots de couleurs différentes, avec une appartenance notamment soit de club, soit nationale, qui est déterminée par la couleur. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et relativement récent. Tout à fait, exactement. Tu fais bien de préciser, parce qu'effectivement, la first class, c'est les test matchs, c'est auprès de joueurs qui sont habillés uniquement en blanc dans les traditions de ce sport. Exactement. Et alors attends, les limited overs aussi, je précise aussi que la balle est blanche. Aussi. C'est vrai. Voilà, donc c'était les 3 sportifs qu'on voulait évoquer avec des petites anecdotes autour de ça. Je te propose maintenant, justement, Damien, tu en parlais déjà avant, tu étais prêt à dégainer autour de ça les plus grandes compétitions de ce sport. Et pour parler des plus grandes compétitions de ce sport, il faut bien sûr parler, tu as évoqué, les test matchs, les tours, ce que vous voulez, quoi. Vous voulez appeler ça comme vous voulez. C'est les matchs de first class. Ça peut être aussi... Alors, les tours, ça peut être des matchs aussi de One Day et de T20. Les tournées, hein. Les tournées. Ouais. Mais les test matchs, c'est véritablement le nom désigné pour les matchs de première classe. Voilà. Les test matchs, c'est vraiment uniquement pour cette catégorie. Il y a donc l'International Cricket Council qui a lancé son plan à 10 ans en 2001, où toutes les fédérations de cricket reconnues par l'ICC, pas déconner, hein, il faut être invité auprès de l'ICC, c'est un peu rugby avec les 6 nations. Toutes les fédérations doivent se rencontrer sur une période de 10 ans. C'est-à-dire que chaque fédération, en 10 ans, doit avoir fait au moins un match, un test match, durant la période 2001-2010, qui a ensuite été renouvelé en étant 2 fois en 10 ans, lors de la période 2011-2020.
Aujourd'hui, je crois qu'ils sont restés plutôt à ce format-là pour la période 2021-2030. Tu l'as dit, Damien, il y a dans ces test matchs, il y a en fait des test matchs je dirais de légende au sens où il y a des noms attribués à certaines rencontres de ce test match. Tu as parlé effectivement des Ashes, qui est la rencontre entre L'Angleterre et l'Australie. C'est le plus prestigieux des trophées. Oh, c'est clairement oui. Oui. Le plus prestigieux des trophées. C'est le seul trophée d'ailleurs qui est régulièrement qui est concouru régulièrement avec des garçons et avec des filles. Le cricket féminin est très en recul, même s'il est pratiqué depuis très très longtemps, mais les test matchs féminins sont relativement peu nombreux. La seule série qui est vraiment régulière, c'est les Ashes féminines justement. Donc c'est aussi d'ailleurs la tournée qui génère le plus d'argent parmi les test matchs, on est d'accord, bien entendu. Ah, évidemment, c'est les deux équipes les plus prestigieuses. Donc il y a ce test match qui porte ce nom. Après, il y a d'autres qui portent des noms, notamment le Frank Worrell Trophy entre l'Australie et les Indes orientales. Alors au début, les Indes orientales, j'ai fait, mais d'où les Indes sont séparées en deux? Mais pas du tout, c'est les Antilles en fait. Mais oui, il y a une sélection des Antilles, en fait, une sélection de la Caraïbe anglophone. Ouais, la Caraïbe anglophone, exactement. Donc c'est les Antilles britanniques. Et donc l'Inde orientale, bah oui, parce qu'au début, Christophe Colomb a cru que c'était les Indes, donc du coup, on appelle ça India. Du coup, voilà. Oui, donc c'est les Indes occidentales. West Indies. C'est ça, West Indies. Il y a aussi le Richards Botham Trophy avec l'Angleterre et les Indes orientales, parce que je vous ai dit, occidentale, pardon, je vous ai dit, c'est chaque test match, donc du coup, il y a des associations comme ça. Alors après, il faut bien sûr parler du Pataudi Trophy entre l'Angleterre et l'Inde, quand ça se joue en Angleterre. Il faut parler de Anthony DeMello Trophy quand ça se passe en Inde. Oui, parce que c'est pas pareil. Faut le savoir. Ah oui, d'accord. Oui. C'est vrai. Ah bah oui, faut pas déconner. Il faut des noms en fonction. Ça fait penser beaucoup. Si vous connaissez un peu le rugby, vous savez qu'il y a la Calcutta Cup, bien entendu, entre l'Angleterre et l'Écosse, etc. Exactement, ça existe aussi dans le tournoi Destination, effectivement. Voilà, c'est au sein du tournoi Destination, exactement. Voilà, donc c'était quelques noms que je voulais donner. Je sais pas si tu avais d'autres choses autour des test matchs. J'ai pas plus de choses que ça. Oui, si, j'en ai sur les test matchs. C'est qu'en fait, petit à petit, en fait, le fait de faire un classement mondial, c'est une idée qui a longtemps stagné, qui a fini par faire son chemin petit à petit, parce que au final, les nations aiment beaucoup se la comparer, et surtout en fait le fait d'ouvrir à certaines autres nations. En fait, il y en avait quoi? Il y en avait une huitaine à la base. Alors il y en avait encore moins, mais ça s'était stabilisé autour de quoi? Quelque chose comme 8. 6-8. Et ensuite, ils ont ouvert, il y a aujourd'hui 12 nations qui concourent régulièrement en test match. Il y avait un projet, il y avait une coupe intercontinentale qui a existé jusqu'en 2017, où il y avait comme projet effectivement d'inciter des nations émergentes qui ne sont pas habituées au test match à concourir entre elles en mode test, donc sur plusieurs jours. Ça n'existe plus, mais effectivement, ça permet aussi de voir aussi quelles nations seraient prêtes, le cas échéant, à rejoindre les nations test, parce que en fait, ça évolue contrairement à ce qu'on pense, avec ce genre de mode de pensée effectivement très élitiste et très monolithique. Eh bien, par exemple, l'Irlande est une nation qui a été intégrée très récemment au test match. Pareil pour le Zimbabwe également. Et le Sri Lanka, je l'avais dit, c'est quoi, dans les années 80, quelque chose comme ça. Donc, ça évolue, c'est très, 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 très lent. Il faut, si j'ose dire, le mériter. Et la liste d'attente est relativement courte, si j'ose dire. Il y a quoi? Il y a l'Écosse, il y a le Canada, il y a Jersey et le Kenya. Globalement, il y aura ça. D'accord, intéressant. Après, il y a... Alors, surtout, oui, pardon. Oui. Dernière chose, je suis désolé, je te coupe encore la parole, c'est qu'ils ont enfin compris que faire un classement mondial de test match, ça peut se faire et ça peut être sympa, mais surtout, tous les 2 ans, désormais, il y a une finale du classement mondial, donc une saison mondiale qui se déroule sur 2 ans, et donc avec une grande finale, cette fois-ci avec un grand test match supplémentaire, premium, vendu aux télévisions comme il se doit, et effectivement, qui commence un peu à prendre, les gens commencent à se prendre au jeu véritablement. Ouais, c'était justement la compétition que je voulais présenter, c'est les World Test Championship ou les ICC Test World Cup. Donc, finalement, sur 2 ans, en fait, les équipes se rencontrent, en tout cas, les grosses nations se rencontrent entre elles, et les nations qui sont classées dans les 2 premières positions sur les 2 ans font cette finale. Et c'est l'Australie qui a remporté le titre 2 fois de suite en 2021 et en sur la période 2021-2023. Donc voilà. Du coup, grosse période. Et puis tu évoquais
La Non, Indian non, c'était la première. Nouvelle-Zélande qui avait gagné en 2021. Ouais. Ah, j'étais persuadé que c'était. Je vais vérifier ça. Ici. Wow. Il va chercher dans les stats. Je vais aller dans Oui, les stats. Ouais. Vas-y. Donc, tu 2021, c'était la parles du coup Nouvelle-Zélande. du Indian Premier League, parce que je pense que tu Alors, voudrais un peu zoomer dessus, parce que c'est la plus grosse compétition, on va dire, nationale et de club, alors, du coup. exactement. Alors, du coup, je vais juste redescendre un petit peu dans les formats parce que l'Indian Premier League, c'est du T20, donc on est sur un format qui est largement en dessous. En test match, oubliez tout le reste des autres compétitions. Il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de Coupe d'Europe, d'Asie, de choses là. Test match, c'est les test match, point barre. Ça flotte dans l'air. Et d'ailleurs, pour le coup, pendant très très longtemps, ça a été aussi le repoussoir ultime du cricket. Donc, ça ne concerne surtout que les nations qui prennent ça très très au sérieux. Ensuite, bien entendu, il y a eu donc le développement de ce qu'on appelle les limited overs, avec du coup le One Day International, avec cette Coupe du Monde qui est en ce moment justement en Inde et qui sert la politique notamment de Narendra Modi puisqu'il a construit des stades. Et le stade Narendra Modi d'ailleurs pour le coup, donc le stade nommé du vivant du Premier ministre indien pendant son mandat, eh bien accueillera la finale de la Coupe du Monde de cricket. Mégalomanie quand tu nous tiens, bien entendu. À Ahmedabad, bien entendu, dans le Gujarat. Bref, ceci étant, il y a bien entendu des Coupes du Monde de One Day International, masculine et féminine, Coupe du Monde, Coupe d'Asie et Coupe, je crois, d'Afrique. Je ne suis pas sûr, je ne veux pas te dire de bêtises. Également en T20, donc qui a aussi sa propre Coupe du Monde, qui a aussi son propre circuit Oui. de compétition. Coupe d'Asie, j'en suis sûr et certain, puisqu'elle a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Et en dessous, vous avez aussi tout un ensemble de choses que le ICC, donc la Confédération mondiale, veut organiser, c'est-à-dire par exemple des compétitions de deuxième et de troisième division avec des nations, par exemple. Ensuite, dans le T20, en fait, l'apparition du T20, c'est c'est une des grandes étapes du développement du cricket qui était relativement moribond, qui a été secoué une première fois par une compétition une double compétition qui s'appelle les World Series, World Series Cricket ou World Cricket Series. Or, je cherche mon voilà, merci. World Series Cricket, exactement, entre 77 et 79, qui a donné d'ailleurs, qui a donné un film qui s'appelle How's That? How's That, ça veut dire qu'est-ce qu'on dit l'arbitre, justement, lorsque notamment vous attrapez la balle en plein vol, généralement, vous criez How's That? Parce que du coup, l'arbitre, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, c'est un peu. Parce qu'on se How is that? on se Voilà. tourne vers l'arbitre pour valider une décision, quoi. Pour Et le valider, résultat. pour dire c'est bon, Le résultat. voilà, Ouais. How's That? C'est bon, là, c'est bon. Le mec, généralement, il le crie en plus qu'il ne. Voilà. Bref. Il y avait donc cette situation du cricket qui était effectivement assez moribonde, mais qui brassait quand même pas mal d'argent. Les test matchs restent quand même quelque chose, reste une sacrée poule aux œufs en fait pour les pays concernés, uniquement pour les pays concernés. Et vous avez un mania de la presse australien qui a décidé de renégocier à son profit les droits du cricket et donc de créer une compétition parallèle à la Coupe du Monde qui venait d'être lancée à ce moment-là et qui s'appellerait donc les World Series of Cricket, dans lequel on introduirait d'ailleurs des matchs, pourquoi pas en nocturne, chose qui se fait beaucoup maintenant, pourquoi pas avec des protections pour les joueurs et notamment un casque, chose qui est toujours le cas aujourd'hui, avec aussi des couleurs différenciées pour les équipes, chose qui est désormais le cas partout sauf en test match. Bref, ça a duré 2 ans et demi, 3 ans, ça a duré 3 ans pour le coup, il y a vraiment eu 3 vraies saisons. Et derrière, bien entendu, le mania de la presse s'est fait, du coup, a été en banqueroute, forcément. Mais son combat n'a pas été vain, si j'ose dire, puisque du coup, les dirigeants du cricket ont compris que la télévision était quelque chose à prendre au sérieux et qu'il fallait adapter le jeu justement pour le rendre sexy auprès de la télé. Et dans cette même logique a été créé justement le T20. Il n'y a pas de T20 s'il n'y a pas eu par exemple justement cette guerre des Super Leagues. Les gens se sont dit ok, la télé c'est cool, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le cricket sexy à la télé? Où en sont les pratiques? Qui pratique encore le cricket? Bon, en Inde, ok, pas de souci, il y a beaucoup de cricket informel. La diaspora indienne, ok, pas de souci. En Angleterre, on y joue encore? Ah, de moins en moins. En Australie,
ça tangue peut-être un petit peu. Faut trouver, il y a il y a un gros attrait du foot australien. Foot australien d'ailleurs, entre parenthèses, créé par par des joueurs de cricket pour jouer hors saison. Du coup, voilà, fin de la parenthèse. Mais du coup, qui a complètement saturé le paysage sportif australien. Donc du coup, il faut se faire de la place, il faut être sexy auprès des télévisions, etc. Donc il faut créer de nouveaux concepts, et notamment cette version très agressive qui dure 3 heures, qui s'appelle donc le T20. Et ça a pris. Ça a été un succès monumental au point que, ça a donné envie à d'autres pays de s'y mettre. Par exemple, si aujourd'hui nous avons le lancement d'une ligue aux États-Unis, une ligue au Canada depuis 2018, si je dis pas de bêtises, le lancement aussi d'une ligue de T20 aussi en Angleterre, ou alors même carrément de versions plus agressives en Angleterre avec The 100, où il y a que 100 balles au lieu de 120 balles, ça vient justement du fait que le T20 a été un succès phénoménal. Et parmi les succès, on a au-dessus de la chaîne alimentaire, au sommet de la chaîne alimentaire, que dis-je, on a l'Indian Premier League. Avec c'est son contrat à 6 milliards, donc qui est le deuxième contrat le plus onéreux de l'histoire du sport à la télé pour une ligue derrière la NFL. Rien que ça, quoi, déjà. Oui, parce que même la première ligue au foot, l'English Premier League au foot, c'est rien à côté. C'est pas pareil. Les droits sont pas vendus de la même Oui, manière c'est vrai. aussi. Mais il faut La dire quand même que Première Ligue, c'est pas autant non plus quand même. C'est pas autant non plus. les clubs génèrent eux-mêmes beaucoup d'argent. C'est-à-dire que ce qui n'est pas encore le cas de l'Indian Premier League, Bien où sûr. certes, il y a des franchises qui commencent à se faire une place au soleil, mais on n'est pas au niveau encore de hype monumental et mondial. Vous allez avoir des gens qui vont jouer, imaginez en Inde, vous allez avoir des gens qui vont jouer à du cricket informel, vous savez, le backyard football, backyard baseball, backyard cricket, ce qu'on appelle tout ce qui est informel. On va se faire un foot, on va se faire un basket sur un city stade, voilà. Et ben le cricket en Inde, c'est ça aussi. C'est un jeu qui est vraiment pratiqué vraiment par tout le monde, quoi, et de manière complètement informelle. On va mettre trois espèces de poteaux à la con et vous aurez un guichet, quoi. Et ben, imaginez que ces gens-là qui jouent au cricket, ils vont peut-être jouer avec un maillot d'Arsenal ou de Chelsea sur les épaules. Donc le foot, la renommée du foot, et notamment de la Première Ligue, elle est sans commune mesure, même si effectivement les chiffres de contrats de diffusion sont un peu en dessous. Pharaonique au niveau, Voilà. Et au niveau pensez Première bien Ligue. que les clubs sont des mastodontes à eux tout seuls, sont des ligues à eux tout seuls en quelque sorte. Oui, donc voilà, donc la l'Indian Premier League, effectivement, la plus grande compétition. Ce qui me permet, du coup, tu me fais bien de faire la transition vers où peut-on voir ce sport. Eh ben, ça va pas être en France, hein, parce qu'à la télé, c'est compliqué. Il y a rien. Sauf que contrairement au Sepak Takraw, par exemple, où il faut des fois passer par un VPN, ou contrairement au curling, où on avait effectivement des choses assez centralisées, eh bien c'est facile de trouver du cricket sur Internet, et notamment les résumés de l'Indian Premier League ou de différentes Coupes du Monde de cricket, qui sont toutes d'ailleurs centralisées sur Cricket World Cup, je crois, .com, quelque chose comme ça, ou .org. Exactement. Vous avez toutes les formes masculines, féminines, voilà. Ouais, c'est ça. Donc le plus simple, c'est d'aller sur les sites web officiels de la Ligue, de la International Cricket, de l'ICC, c'est le plus simple, sur YouTube ou sur le site officiel. Et puis il y a alors une petite chaîne YouTube qui s'appelle le Cricket Cloud, qui permet aussi de voir à la fois des matchs historiques, qui remontent des matchs des années 2000, et quelques interviews. Okay. Donc c'est plus une chaîne d'analyse, on va dire, et une chaîne un peu d'à côté pour les vrais gros fans de cricket. Mais si vous voulez vraiment découvrir la chose, regardez effectivement les matchs de l'Indian Premier League, je pense que c'est le plus intéressant, et surtout regardez les compétitions internationaux comme les championnats du monde ou des choses comme ça, c'est le plus intéressant. Par contre, regardez un test match, c'est très peu d'usage parce que ça dure des jours, donc c'est super compliqué à suivre. Un test match, c'est très compliqué. Et même regarder un match en entier, c'est compliqué en fait. Comme le baseball, en fait, c'est très compliqué. Voilà. En fait, je vais faire une analogie par rapport à ça. Il se trouve qu'il y a un club français qui a gagné la Coupe d'Europe de cricket, parce que oui, il y a une Coupe d'Europe de cricket qui est très peu connue, qui se joue en T10, c'est-à-dire avec simplement 60 balles. Puisque du coup, en fait, ça dure quelques jours. Donc en fait, il faut savoir qu'en Europe, à quelques exceptions près, et donc généralement uniquement dans les îles britanniques, eh bien tout le monde joue
en amateur. Et donc, ça veut dire que quand on a une Coupe d'Europe, on va avoir le champion de République tchèque contre le champion de France, contre le champion de Jersey, contre le Mm. champion de, je ne sais pas, Croatie ou contre le champion de Belgique. Et tous ces gens-là, il faut les faire venir. Alors, évidemment, c'est C'est un ça. sport qui est pratiqué par des gens qui ont peut-être aussi eux-mêmes un certain standing, peut-être des moyens aussi de pouvoir se loger dans ces zones-là, je n'en sais rien. Par contre, ce qui se passe, c'est que ça dure à peu près une semaine, et donc pendant une semaine, ces gens-là qui ont un boulot à côté, eh bien, prennent une semaine de congé. Et donc, il faut pouvoir résumer une Coupe des Champions en une semaine. Donc, il y avait 4 groupes ou 4 à 6 groupes de qualifs, et ensuite, eh bien, des demi-finales, finales, quoi. Enfin, ou quart de finale, demi-finale, finale, peu importe. Et donc, pour ça, il faut réduire encore plus le format, et c'est ce qu'on appelle le T10, où on joue, bah, vous l'aurez compris, hein, la moitié d'un match de T20, c'est-à-dire au lieu d'avoir 120 balles d'un côté, 120 balles de l'autre, on va avoir 60 balles d'un côté, 60 balles de l'autre. Et c'est Dreux qui a gagné d'ailleurs la dernière édition, le club de Dreux. Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, où voir ça justement? Eh bien, où voir ça? Eh bien, le truc, c'est que même voir la finale, et pourtant, je l'ai vu, la finale, elle était sur YouTube, complètement gratuite, etc., etc. Eh bien, c'était quand même, un peu enfin, pas compliqué. Du Titan, ça va, ça se regarde un petit peu comme, enfin, mais il faut avoir quand même 1 heure et demie à tuer. Mm. Euh, mais je pense qu'un match de T20, si vous êtes néophyte, à regarder 3 heures, si vous connaissez pas la scénarisation du match, si vous ne savez pas qui fait quoi, Mm. ou pourquoi le type a juste avancé un orteil en dehors de la ligne et donc s'est fait expulser parce que justement il a fait un no ball, bref, ça c'est peut-être un petit peu compliqué. Et alors je Mm. vous raconte pas, les test matchs pendant 5 jours, avec une session du matin et une session du soir à chaque jour, eh ben c'est très compliqué. C'est pour ça que je recommande toujours les highlights. Tout à fait. Donc oui, vous pouvez voir du cricket, c'est c'est possible, mais effectivement, pour le coup, c'est un des sports qui, probablement un peu comme le baseball, c'est un peu compliqué, on en parlera d'ailleurs du baseball, un de ces quatre, mais c'est un des sports qui est assez compliqué à regarder en entier. En highlight, c'est encore jouable, en highlight commenté, pourquoi pas, mais alors à partir du moment où vous vous débrouillez tout seul, c'est super compliqué, quoi. C'est très dur comme sport en termes d'accessibilité. Mais bon, si on ne peut pas regarder du sport, mais que vous êtes quand même curieux, vous vous dites j'ai quand même envie de voir du cricket, eh ben autant le pratiquer. Mais où, du coup, on le pratique en France? Eh bien, en France, on a un site qui en parle. Regarde. Hop, il y a un truc qui s'appelle le France Cricket. Alors ça c'est l'association donc France Cricket qui Hum. n'est pas une fédération, Non. qui dépend de la fédération de baseball et softball. Hum. Tout à fait. Et donc, du coup, sur le site, donc, vous avez les règles, l'explication et tout. L'équipe de France qui est décrite ici, avec l'organigramme, les équipes de France seniors masculines, féminines et les U19. Et bien sûr, les compétitions dans lesquelles participent à la fois soit les clubs, soit l'équipe de France. Et donc, où est-ce qu'on peut pratiquer le cricket? Eh bien, voilà, dans ces régions, Bourgogne-Franche-Comté, Centre, Hauts-de-France, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire. Bon, il faut savoir qu'en Île-de-France, il y en a beaucoup, hein, de clubs de cricket. Il y en a beaucoup. Mais globalement c'est l'Île-de-France, les Hauts-de-France et 2 clubs dans l'Ouest Mm, c'est et ça. un club à Dijon, hein, C'est le ça. club qui fait aussi baseball et softball, mais c'est pareil pour Valenciennes, hein, les Vipers de Valenciennes, C'est- c'est un club de baseball. mm, Les Huskies de Rouen, c'est aussi un club de baseball. mm. Donc c'est voilà, c'est un gros, c'est un sport très concentré autour de Paris. Et pour le coup, il y en a pas à Lyon. Bah, on est lyonnais, donc on évoque Si, toujours s'il y a. Ah, il y a à Lyon. Ouais. alors si, et là c'est une histoire qu'il va falloir que je te raconte. Vas-y. Alors tu fais bien, alors pour la transition, tu fais bien de montrer justement les clubs. On a effectivement bah, le club de Bobigny, on a le club de France Star, on a les 94 Royals, les 94 Royals, bref, les Knight Riders de Paris. Et tu noteras qu'il y a pas mal de clubs effectivement qui se répartissent par nationalité. Vous avez le club Mm, des Bangladais, ouais, vous c'est avez le ça. club des Sri Lankais. C'est ça. Au sein des Sri Lankais, vous avez aussi le club des Tamouls, mais des Tamouls du Sri Lanka, Mm, pas mm. des Tamouls du continent. Vous l'avez vu passer tout à l'heure justement. Vous avez pas mal de clubs, ouais, effectivement, à base ethnique. Et d'ailleurs, beaucoup de joueurs sont soit des gens effectivement d'origine ou d'ascendance d'un des pays du sous-continent indien, soit même carrément des gens qui viennent Tout à fait.
du sous-continent indien et qui en fait travaille en France, hein, tout simplement. Voilà. Donc voilà, il jouait au cricket au Bled, si j'ose dire, et bien il joue aussi au cricket en France. Et pourquoi il n'y a pas de club à Lyon sur cette carte de France Cricket? Alors déjà pour beaucoup de raisons, déjà parce que France Cricket visiblement est secoué par pas mal de remous ces derniers temps. Je vous invite à lire le papier très intéressant de France 24. France 24, c'est quand même pas non plus des manches. Il faut s'imaginer que c'est France Média Monde, donc Oui, c'est c'est ça. le média qui parle de la France à l'étranger, donc la télévision pour le coup qui parle de la France à l'étranger, la radio étant RFI. Et donc, c'est quand même une institution, c'est partie du service public. C'est pas tout à fait le service public, puisque ça dépend d'un autre ministère. C'est pas France Télévisions, mais ça fait partie de notre service public français. Donc, je pense que ce genre d'enquête, et c'est une enquête relativement longue et intéressante à lire, eh bien, je pense que ça mérite en tout cas qu'on y fasse un petit détour. Et visiblement, il n'y aurait pas que cette enquête-là, et d'autres articles également en parlent. Et donc France Cricket est secoué par des scandales en réalité de matchs fantômes, puisque du coup on a visiblement des gens de la fédération, de la fédération, de l'association France Cricket et des gens aussi de France 24 qui sont allés sur les terrains de cricket aux heures dites, aux heures où il y avait des matchs programmés et qui n'ont vu personne. Ou qui n'ont pas vu le match prévu, mais il y a eu quand même le résultat à la fin. Ah mince, pas de souci. On a des subventions qui viennent aussi, bien entendu, du Comité international olympique, puisque le cricket va faire partie, en plus de ça, du programme olympique en 2028, donc pour les Jeux de Los Angeles, et donc il va recevoir encore plus de subventions, sachant qu'il y a aussi des subventions qui viennent, bien entendu, de la Confédération mondiale de cricket, la ICC, et qui dépend aussi du classement mondial, et la France n'a pas envie de descendre dans le classement, bien entendu. Il faut savoir aussi que à côté de ça, eh bien, il y a pas mal de clubs qui sont à qui l'on demande de créer presque from scratch en quelque sorte une équipe féminine. Sauf que avec 2000 licenciés, vous doutez bien qu'on ne peut pas forcément s'amuser à créer une équipe féminine comme ça à partir de rien, et puis surtout les apprendre à jouer aussi, les faire apprendre à jouer derrière. Et donc tout ça mène à des petits arrangements visiblement. Alors de quel ordre ça, je laisse mes confrères détailler un petit peu ça et mener l'enquête comme il se doit, mais visiblement il y a quelques remous. Et notamment aussi par rapport aux clubs de l'Ouest qui ne reçoivent par exemple aucune subvention, c'est le cas à Nantes par exemple, c'est le cas à La Rochelle. Et pour ce qui est de Lyon, eh bien pour ce qui est de Lyon, Lyon ne joue pas dans le championnat français. Ah. Lyon, il y a un club qui s'appelle le Rhône Cricket Club qui joue au Parc de Paris comme pas mal de sports atypiques en fait dont on a déjà parlé dans cette émission. Hein. Foot australien, l'Alpha Lyon, le baseball. Alors le baseball a un vrai terrain à Dessines. Donc ça c'est encore autre chose. Moi, je suis allé les voir justement, les Cars de mes yeux Dessines qui sont adorables et qui ont leur petit carré de fans et c'est cool à voir. Mais du coup, l'avantage du Parc de Paris qui est au sud-est de Lyon pour ceux qui connaissent pas la ville, eh bien c'est que c'est un petit peu comme c'est un peu notre micro bois de Vincennes si j'ose dire. On a un stade d'athlée et plein d'installations en veux-tu en voilà juste à côté, mais ça ne dépend pas d'une fédération en particulier. Mais c'est là. Il y a une ligne pour le cricket, on peut y installer des guichets, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc du coup, il y a bien un terrain en bonne et due forme. Et donc il y a un club aussi. Et ce club-là joue dans le championnat suisse de 2e division. Techniquement, Lyon est une extension du canton de Genève. Voilà. Et j'ai presque envie de dire tant mieux, puisque du coup, le souci, c'est que Lyon est tellement isolé. Il n'y a pas de club ensuite dans le quart sud-est de la France. Il n'y a pas de club sur la Côte d'Azur, par exemple, ce qui est assez bizarre. Ou alors, c'est moi qui ai mal cherché. Dans ce cas-là, ça dépend peut-être de la fédération italienne de la même manière. Peut-être, ouais. Je ne sais pas. Mais par contre, en tout cas, pour ce qui est de Lyon précisément, je suis même presque rassuré en termes de finances. En tout cas, si j'avais des billes à mettre dans une association comme celle-ci, je préférerais que les voyages soient moins loin, genre à Genève, plutôt que de monter jusque dans les Hauts-de-France, jouer un match de championnat contre Chantilly, j'en sais rien, ou contre Creil. Donc, c'est quand même pas la même, ce qui est quand même pas tout à fait la même distance à parcourir. Il faut savoir que le club du Rhône Cricket a donc sa page Facebook, bien entendu, le Rhône Cricket Club, tout simplement, Rhône Cricket sur Facebook.
et ce club est essentiellement constitué de ressortissants du sous-continent indien ou de gens de Lyonnais qui sont originaires donc du sous-continent Évidemment. indien. Et il y a un post effectivement de fin mars dernier où il y a même carrément un appel aux dons puisque ça reste une toute petite association. J'ai envie de dire un petit peu comme fut le rugby à une époque que le cricket est un sport de très très riches mais pratiqué par pas forcément des riches. Et on touche un peu au cliché en disant ça, bien entendu, mais c'est pas non plus une association visiblement qui roule sur l'or. Mm. Et ces gens-là ne viennent pas nécessairement, visiblement non plus, de bonnes familles. Donc, on a une association qui en appelle visiblement aux dons. En tout cas, c'était un post qui avait été laissé le 30 mars dernier, c'est ça, sur leur page Facebook. Mais en attendant, eh bien, on a bien une équipe à Lyon et qui joue face, je sais pas moi, par exemple, à l'équipe de Genève, à l'équipe du CERN, à l'équipe enfin aux équipes, aux équipes du canton de Genève et Mm. des environs, c'est-à-dire vraiment le bout du canton de Vaud, quoi. D'accord. Intéressant. Bah, du coup, c'est pour ça que je l'ai pas vu apparaître sur ce site. Et après, tu avais raconté effectivement les déboires de France Cricket. Donc voilà, on sent que ce sport a du mal en France. Donc on va pas s'éterniser non plus là-dessus. Après, si, encore une fois, vous avez des clubs que vous voulez faire la promo sur nos réseaux sociaux, sur des choses comme ça en commentaire de la rediffusion YouTube, vous n'hésitez pas à faire la mention du site web de votre club et de le mentionner parce qu'encore une fois, toute initiative de gens fans de ce sport est bonne à communiquer, à diffuser au plus grand monde. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire en bas dans les commentaires. Allez, Damien, je te propose de passer à la dernière séquence de la partie cricket. Alors, on parlait de manga, je l'ai un peu généralisé du coup, à partir de maintenant, on va la généraliser dans la pop culture. Et dans la pop culture, il y a une pop culture qui est pas très connue, mais comme le sport est populaire en Inde, eh ben, il y a Bollywood, évidemment. Évidemment. Évidemment, qui s'est emparé de ce sport. Et tu sais quoi? Je viens de découvrir, quand j'ai fait mes recherches, qu'ils vont faire un film sur le 800e run de Muthia Muralidharan, que je viens de te parler dans Les Légendes. Ils vont faire un film biopic. Ce sera un film indien ou sri-lankais alors du coup? Alors, il est tamil, donc je pense il doit être Ah, c'est en entre les tamoul. deux. C'est en tamoul. Et donc, du coup, voilà, tu as le trailer. Ouais, alors donc ce sera pas Bollywood alors. Oui, mais Non, mais c'est pareil. non, mais bon, on va dire que c'est un peu comme ça, c'est un peu ça, quoi, quand même. C'est un peu la même culture. Et donc, là, tu vois le trailer en live avec, voilà, les belles images. Bon, je vous ai pas mis la musique pour éviter les problèmes de droit, mais globalement, c'est une musique épique, bien entendu, que vous entendrez si vous regardez le trailer. Ça s'appelle 800, évidemment, ça s'appelle 800, le film. Et donc, ça raconte l'histoire de Muthia Muralidharan, donc c'est une sorte de biopic, biographie, voilà, comme ça, où on voit effectivement que le Sri Lanka, comme je vous ai dit, hein, c'est un pays qui était très instable politiquement, et surtout, au travers de ce sport, c'est un des rares sports où le pays brille, en fait, en sport collectif, et donc c'est pour ça que je pense que quand ce sportif de légende a fait son 800e, c'était absolument cataclysmique au sein de ce pays, tout simplement. Et donc voilà, ils vont faire un film là-dessus. C'est tout récent, hein, c'est sorti il y a quelques jours. En fait, je l'ai appris ça lorsque j'ai préparé cette émission. Ça tombait très très bien. Et donc voilà, donc on voit, et puis voilà, on voyait aussi la rivalité entre les Anglais et ses colonies, hein, parce que bon, hein, les Anglais, c'est toujours quand même un peu de supériorité quand même par rapport à ces colonies. Mais Donc voilà. c'était le kiff pour les gens des colonies ou des anciennes colonies, bien entendu, après les indépendances dans les années 50. Eh bien, c'était le kiff de Ah pouvoir ben, taper les évidemment, Anglais à leur évidemment, jeu. à leur jeu, évidemment, évidemment. Donc c'est un film qui a l'air d'être absolument fantastique sur le côté romancé, le côté voilà autour de ce sport. Et donc c'était vraiment quelque chose qui est assez, qui peut-être sera intéressant si vous voulez voir un petit peu de cricket en mode romancé. Voilà, tout simplement. C'est une manière de s'introduire à ce sport de manière plus lente et plus agréable. Et donc, ça a l'air, en tout cas, assez intéressant. Voilà. Ok. Alors, Alors, à juste mon une tour. dernière chose. Ouais, juste une dernière chose avant Ah, de vas-y. basculer parce que toi, tu vas parler de jeux vidéo, je pense. Il y a Alors, une... attends, parce que moi, Ah, j'ai aussi ma proposition en film, alors, dans ce cas. vas-y.
J'en ai deux, évidemment, j'en ai parlé de une déjà, donc on va aller très très vite dessus. How's That, évidemment, le documentaire en Australie, très australo-centré d'ailleurs pour le coup, sur la World Series, sur la World Cricket Series, dès la fin des années 70. Et puis, je vous invite à regarder, eh bien, les petits passages parfois de cricket dans pas mal de films, notamment, par exemple, Shaun of the Dead. Exactement, j'allais Shaun of the l'évoquer. Dead. Exactement. Et Vas-y. voilà. Vas-y. Film post-apocalyptique, évidemment, parodie de films post-apocalyptiques, zombies, etc., où on reprend, il y a ce moment qui est formidable, et du coup, ça va rester une sorte de fil rouge pendant une partie du film ensuite, c'est que là où on a beaucoup de films américains, effectivement, où comment dire, la personne, le héros en devenir, j'ose pas encore l'appeler le héros à ce moment-là, mais prend généralement un ustensile, l'ustensile le plus commun dans son attirail, c'est souvent une batte de baseball. C'est très symbolique, hein, c'est un héros américain, donc forcément c'est une batte de baseball. Et bien dans Shaun of the Dead, ce gimmick cinématographique, évidemment, est parodié avec le plus grand humour britannique qui soit, c'est-à-dire avec une batte de cricket, évidemment. Évidemment, tu défonces des zombies avec ça, quoi. Évidemment. Parfaitement. Et moi, j'avais une anecdote, c'est que dans le Hobbit de J.R.R. Tolkien, en fait, quand il parle de jeux et de loisirs, quand les Hobbits pratiquent des jeux et des loisirs, quand vous regardez et vous lisez la description de ces loisirs, en fait, ça se rapproche beaucoup du cricket. Il faut savoir que c'est très inspiré de ça. Donc, en fait, il y a une mention de cricket dans le Hobbit de Tolkien, il faut le savoir. Et avant de passer aux jeux vidéo, j'ai récupéré ta petite vidéo de compilation des sports de cricket. Ah oui, mais oui. Deux petites choses avant. La première, c'est d'abord, il n'y a pas de manga dédié au cricket. Il n'y en a pas. Par contre, j'ai découvert que dans Black Butler, Kuroshi Tsuji, en japonais, il y a un match de cricket dedans. Donc, il faut le savoir. Ok. Donc, il y a une référence à l'intérieur. Et surtout, il y a un truc que je dois absolument vous montrer. Il faut savoir qu'il y a un manga qui est assez extrêmement connu au Japon qui s'appelle Kyojin no Hoshi. Donc c'est l'étoile titanesque et l'étoile du géant. C'est un manga, un animé sur le baseball qui est très 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 connu au Japon. Et en fait, il y a des Indiens qui ont fait un remake de ce manga et ont fait un dessin animé, mais qui l'ont remplacé le baseball par le cricket. Ça s'appelle Suraj de Rising Star. Je te montre un peu des images de ça. C'est trouvable sur YouTube. Et bon, vous voyez que l'animation est quand même pas super. Mais voilà, c'est exactement l'histoire de Kyojin no Hoshi. C'est la même, hein. C'est la même histoire, le même scénario, la même chose, sauf que ça parle de cricket au lieu de baseball, tout simplement. Donc voilà. Oh. Ouais, c'est incroyable. Allez, moi, un dernier alors, dans ce cas-là. J'en ai un dernier dans ce cas. Vas-y. J'ai un mec, c'est un manga Neketsu à lui tout seul. C'est Shogo Kimura. Vas-y. Shogo Kimura, le mec est un ancien joueur de baseball qui a une belle carrière en plus de ça. À Yokohama, Hiroshima, Saitama, c'est quand même pas des clubs de seconde zone pour le coup, surtout Saitama. Et à la fin de sa carrière, en 2017, il s'est mis en tête de prêcher la bonne parole du cricket aux Japonais. Au Japon, quoi. Et en plus de ça, donc, c'est désormais donc un Japonais, ancien joueur de baseball, joueur de cricket et youtubeur. Si c'est pas du neketsu, ça, si c'est pas du prophète du cricket auprès des Japonais, qu'est-ce que c'est alors dans ce cas? Surtout dans le pays du baseball, hein, c'est super compliqué. Oui, alors le pays, il a parti perdu dès le départ, mais bon, il y va quand même. Oui, bien sûr. Neketsu, jusqu'au bout. Et bien sûr, les jeux vidéo, cher Damien, il y en a eu, hein, parce que c'est un sport populaire dans ces pays comme l'Angleterre. Surtout sur les ordinateurs anglais, hein, Commodore 64, Spectrum, Amiga, voilà. Donc là, on va vous montrer des images. Voilà, c'est très très vieux jeux vidéo. Hein, voilà. Ensuite, c'est le premier, ça, celui-là. Ouais, exactement. Puis vous voyez que ça a un peu évolué au fur et à mesure. Il y a de l'animation ici, et puis au fur et à mesure. Voilà. Là, on a sur Commodore. Ouais. C'est ça, exactement. Et ensuite, par contre, alors ça, c'est sur Amiga ou Atari ST, un truc comme ça. Et là, ça commence à devenir un peu plus sympa. Ah oui, tout à fait. Dès qu'on commence à atteindre les années 90, ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose, on va dire.
Et voilà, et puis après, en 1980, les années 90 ont été un sorte de pic dans la sortie Ah des jeux bah, sur le cricket, avec beaucoup, beaucoup de sport, et puis on rentre attends, dans les années 2000, Electronic avec la télé. Arts. Ouais, oui, EA, de toute façon, ah, Electronic Arts qui a mis des billes dans une série de cricket, oui, quoi. oui, et puis surtout, les Arts, quand même, à une époque, c'était quand même tous les sports. Ils ont fait tout, hein, Madden, tout ça, ils ont tout fait. C'est incroyable. Donc, Et série qui le continue cricket. toujours, hein, je veux dire, il y a toujours aujourd'hui, alors c'est plus EA hein, maintenant, bien entendu, ils ont revendu ça, mais Cricket 24, donc censé représenter le cricket de 2024, est déjà sorti, bien entendu, puisque le gimmick vidéoludique, si vous ne savez pas, c'est que souvent le jeu de l'année suivante sort l'année précédente. Hmm, je vois. Et donc, ouais, puis après, les jeux les plus récents, bien sûr, deviennent de plus en plus réalistes, deviennent de plus en plus, je dirais, télégéniques. Ça ressemble un peu à une diffusion de télé interactif. Voilà. Attends, mais il y a un mode carrière maintenant, il y a Ah un bah oui, mode évidemment. gestion, enfin, Évidemment. c'est FIFA, mais avec du cricket. C'est ça. Exactement. Donc voilà, donc il y a toute une pop culture qui est autour de ça, parce que en fait, bien entendu, ça a bénéficié du sous-continent indien, de l'Angleterre, de l'Australie, ce qui fait qu'il y a un marché, en fait, pour ces éditeurs de jeux vidéo pour programmer des jeux de cricket, tout simplement. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant qu'on clôture le cricket et qu'on passe à l'actualité? Tu as d'autres choses? Bah là, je pense qu'on a fait un sacré tour Ah oui, de on a la fait plus question. En d'une tout heure, hein, cas, cher ami. Je crois qu'on a fait une regardez séquence les des plus longues. highlights et Ouais. voilà. Et puis, comme d'habitude, si vous avez, comme je vous ai dit, si vous avez des clubs qui n'ont pas été mentionnés, je vous ai sur YouTube et Twitch, donc je vous ai un peu fait défiler les listes des clubs qui est enregistrés au France Cricket. Si vous pensez qu'il y a un club qui doit être mentionné, qui doit un peu être dit, enfin, on communique autour de ce club, pareil en commentaire, etc. N'hésitez pas à nous mentionner. Mais voilà, c'était donc le cricket, un sport anglophone, stratégique, il y a plein d'histoires autour du cricket, mais c'est effectivement un sport qui est quand même assez difficile d'accessibilité. Enfin, c'est très peu accessible quand même, de base. Donc, Ah pour ceux oui. qui veulent y aller, bon courage, mais par contre, il y a plein d'histoires. C'est-à-dire que si vous plongez dedans, franchement, vous pouvez rigoler, vous pouvez sourire de certaines histoires autour du cricket. Allez, Damien, je te propose de passer à l'actualité sport. Tu veux commencer? Moi, je vais commencer très très vite. Alors dans ce cas-là, Ok. puisque on a voilà une chose, c'est on avait parlé de curling la dernière fois, on Oui. avait parlé effectivement du championnat continental machin bidule bidule. Mhm. Eh ben, nous avons en plus, enfin, il y a eu une nouvelle compétition qui a été lancée aussi désormais. Donc le championnat du monde mixte, c'est la Suède qui l'a gagné, donc la paire suédoise, garçons et filles. Moi, j'encourage toujours ce genre d'initiative justement où on mélange les genres, mélange les sexes, si j'ose dire, et du coup qu'on fasse jouer garçons et filles ensemble. C'est quelque chose pour moi qui est appelé, j'espère en tout cas, Mm. à se multiplier. C'est vrai que je trouve que je suis un peu d'accord avec toi. Je pense qu'il faudrait faire de plus en plus mixte, il faudrait de plus en plus mélanger parce que voilà, ça éviterait certaines difficultés, on va dire ça comme ça. Autant que tout le monde participe à la même compétition. C'est pas forcément le plus simple. Surtout que certains sports s'y prêtent, en C'est tout cas ça. plus que d'autres. Oui, C'est certains plus encore peuvent très que très d'autres. compliqué, je veux Bien dire, sûr, dans certains sports. bien sûr. En basket, c'est encore très très compliqué. Ouais, bien Par sûr. contre, le baseball, par exemple, le curling, le cricket aussi, Le ça, cricket, par oui. contre, tout ça, Ça pourrait le faire. pour moi, Ça pourrait le ce faire. sont des sports qui peuvent se permettre la mixité, justement, qui Mhm. peuvent d'ailleurs eux-mêmes être gagnants là-dedans, si j'ose dire, en devenant pionniers par rapport à d'autres sports qui sont beaucoup plus médiatiques qu'eux. C'est ça. Exactement. Ça permettrait d'être un moyen de se distinguer, finalement, par rapport à d'autres sports. Ok, parfait. Moi, j'ai un peu plus long. Parce qu'on revient un peu au quotidien, donc je voulais faire un petit point top 14 et nous avons fait un zoom sur Pau, parce que Ah! Pau est premier. Bon, ex aequo avec le Stade français. Mais c'est quand même fou, hein. Pau, j'ai toujours considéré, tu sais, dans le top 14, ce qui est fou, c'est qu'il y a des clubs qui sont pas, qui ont pas des grandes villes, en fait, associées à ces clubs-là, et ils arrivent à rester en haut, dans l'élite du rugby. Oh, ça t'a rendu aussi une certaine tradition, mais quand même, Pau, c'est pas la première équipe traditionnelle dans laquelle j'ai repensé, tu vois, quand on pense tradition du rugby, même si c'en est un, hein, encore une fois, les Palois sont bien sûr, le Stade Palois, c'est un gros club de rugby, mais je veux dire, moi je Section. pense, la section paloise, pardon, tu as raison, excusez-moi.
crypte de lèse-majesté. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui le est... Toulousain. C'est ça, par un Toulousain en plus. Mais en gros, globalement, c'est vrai que c'est pas le premier club auquel je pense. Si tu vois, je mettais une pièce sur un club traditionnel, un club historique en top 14. Mais tu vois, il y a Castres, il y a Pau, il y a là, il y a Oyonnax qui est remonté, il y a Bayonne. C'est des clubs avec des villes qui sont pas très grandes, hein. C'est pas les plus grandes villes. Et pourtant, ils arrivent à se maintenir. Ce qui fait que, voilà, pour moi, c'est pas une question d'argent, c'est une question de bien s'organiser, de bien gérer, de bien connaître ce sport pour rester dans l'élite. Donc, Pau deuxième, c'est quand même un exploit énorme. Bon, il reste encore beaucoup de journées, hein, on est encore qu'au début du championnat à cause de la Coupe du Monde, mais je voulais souligner cette semaine que voilà, Pau est en tête du championnat de top 14, la plus grande ligue mondiale de rugby à 15. Je le rappelle, hein, c'est la plus grande ligue mondiale de rugby à 15. Je n'y crois pas en le disant. C'est quand même Mais c'est vrai, terrible. mais c'est pourtant vrai. C'est pourtant vrai, oui. c'est quand même fou. C'est incroyable. Et donc voilà, donc après, bon, le classement, on va pas trop s'éterniser, mais mon petit Stade Toulousain est cinquième, donc ça va, ils sont pas trop décrochés, parce que ça a même débuté le championnat au début, hein, mais ça va un peu mieux, donc ça reste accroché. Tu l'as dit, la dans le saison est wagon du- longue. Ouais, la saison est longue, donc il y a pas de problème là-dessus. Mais je voulais aussi te parler d'un truc. Et c'est bien de voir un club qui gère Oui, bien pardon. son Oui, bien effectif. sûr. Je sais pas s'ils gèrent Mais- bien leur argent, je ne suis pas assez Bah, insider là-dedans, je mais pense en tout cas, Je pense quand même c'est qu'il le bien gère bien, géré, parce quoi. que, encore une fois, Pau n'est pas dans les plus gros budgets de top 14, hein, Pau. Et ils y arrivent, tu vois. Ils arrivent à se maintenir déjà, ce qui est déjà chaud, parce que la compétition est quand même assez rude, même s'il n'y a qu'une seule descente, plus un match de barragiste, mais c'est quand même pas, voilà, c'est pas si facile de rester toujours en haut, hein. Et là, ils sont premiers, quoi. Donc, ça montre le travail accompli par ce club, et donc, je voulais le souligner. C'est très, très, très gros coup de chapeau à Pau. Après, encore une fois, la saison est longue, donc peut-être qu'ils se retrouveront peut-être pas deuxième jusqu'au bout, enfin premier jusqu'au bout, pardon. Mais bon, s'ils se qualifient déjà pour le top 6, on les verra donc peut-être l'année prochaine en Coupe d'Europe. Hey, transition, Coupe d'Europe de rugby. Champions Cup et Challenge Cup. Ben, il faut savoir, tu sais, on avait débattu à un moment du format de cette Coupe d'Europe en mode le format suisse qui était absolument indigeste pour moi, et je boycottais cette compétition comme ça. Ils ont changé le format. Ah bon? 2023-2024, donc ils ont changé. Alors j'adore parce que j'ai lu sur le site web le communiqué de l'EPCR, donc c'est l'entité organisatrice de la Coupe d'Europe, des Coupes d'Europe, des clubs professionnels de rugby en Europe. Ils ont fait, oui, alors les années précédentes, le format précédent, c'était vraiment bien, ça a permis de développer le truc. Mais bon, on se dit qu'il y a un meilleur format. Donc j'adore. Oui, c'était très bien, mais on va quand même changer. On va quand même changer. Ils l'ont dévoilé? Oui. Donc, retour au format multipool. 24 clubs dans la Champions Club, répartis en 4 poules de 6. Et les 8 meilleurs clubs de chacune des 3 ligues vont disputer la Champions Cup. Donc, en gros, les 8 premiers de chaque des 3 gros championnats d'Europe sont qualifiés pour cette Champions Cup. D'où 24 clubs. Les 24 clubs de l'élite donc sont répartis comme ça. Alors, c'est quand même un tout petit peu bizarre parce que les clubs qui sont dans chacune des poules, donc il y en a 6 clubs par poule, ils vont disputer 4 matchs. Pas 5. 4. Ils ne disputent pas le match contre contre une équipe de la même nation. En fait, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et ensuite, comme il y a des règles comme ça, les autres équipes qui n'ont pas à rencontrer, parce qu'ils sont le seul club de cette nation-là, bah, ils se débrouillent avec les matchs restants, en fait. Ils attribuent avec les matchs restants. Donc, du coup, ça donne un truc très... Ouais, ça fait un peu bricolage, parce que du coup, tout le monde se rencontre pas. Mais ça donne un truc plus lisible, on va dire. C'est lisible, au moins. C'est déjà ça, l'avantage. Mais je comprends pas l'équité de ce truc. Mais bon, c'est pas très grave. Donc ça se déroulera donc en 8 week-ends du coup, parce qu'il y a 4 journées de poule, parce qu'ils se rencontrent même pas en aller-retour, hein, c'est en aller simple à chaque fois. Oui. Et ensuite match éliminatoire, quart de finale, demi-finale, non, même 8e, pardon, 8e, quart de finale, demi-finale, finale. Donc voilà, donc c'est assez un peu plus lisible que d'habitude. La Challenge Cup, le Challenge européen, c'est du coup 4... c'est pareil. Oui, c'est pareil. Donc c'est le même format. Sauf que du coup, il n'y a pas assez de clubs, parce que du coup, c'est tous les clubs qui ne sont pas qualifiés là, pour la Champions Cup qui se retrouvent dans ce
Ce boogie-boulga de Coupe d'Europe. Je sais pas comment t'appeler ça autrement, parce que c'est... En gros, tu fais rien, t'es qualifié. Enfin, c'est ridicule. D'accord. Voilà. Et donc, il y a 2 clubs invités, parce qu'il n'y a pas assez de clubs pour faire 24. Donc, il y a 2 clubs invités. Les Toyota Cheetahs d'Afrique du Sud et les Black Lions de Géorgie. Et c'est la première fois pour ce club de Géorgie. Une équipe de Géorgie, c'est cool. Bon, Voilà, ça, c'est bien. c'est, pour le coup, je finis par une note positive. Je trouve effectivement que c'est très bien d'inviter un club pour se frotter un peu à des clubs de niveau supérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Mais sinon, le format, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, le format est mieux. Mais donc je regarderai peut-être un peu plus. Mais je comprends toujours pas l'équité de ce format. C'est toujours pareil. Les mecs sont toujours un peu bizarres. Bon, après, du coup, il y aura les 8e de finale. Donc voilà, donc les premiers de poule plus je crois qu'il y a un système de premiers de poule puis des suivants. Enfin, c'est un peu le bordel aussi. Donc de toute façon, c'est Ça, on verra à l'usage, hein, c'est comme tout. On verra à l'usage, exactement. C'est comme tous les bricolages. On verra si ça tient. On verra si ça marche. C'est fou. Voilà, je voulais t'en parler parce que la Coupe d'Europe va démarrer les 8 et 9, 10 décembre. Donc c'est dans pas trop longtemps que ça va démarrer. Pour se finir au mois de mai. Non, fin mai, pardon. Pour se finir fin mai. Avec cette Coupe d'Europe. Donc, du coup, je vais me réintéresser un tout petit peu dessus. Tiens, d'ailleurs, pour votre info, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que vu qu'il y a eu le Covid qui est passé un peu mieux tout ça, donc ceux qui sont peut-être pas, qui suivent plus le rugby de manière régulière, parce qu'il y a des interruptions de championnat au moment du Covid, il faut savoir qu'il y a eu une grosse révolution dans le championnat celtique, parce qu'à l'époque, déjà, il y avait des clubs italiens. Il y a 2 franchises italiennes qui étaient intégrées dans le championnat celtique. Et bien, ils ont décidé d'intégrer maintenant des franchises sud-africaines. Oui. Ouais. Donc, je crois que la compétition s'appelle l'United Champion Rugby Championship, l'URC. C'est ça, le United Rugby Championship. C'est ça, exact. Parce que c'est unifié entre les Celtes, l'Italie et l'Afrique du Sud. Alors, au début, j'y croyais pas trop, mais ça a l'air de prendre. Ça a l'air de marcher. Donc, voilà, on verra comment ça se passe. Tout le monde est sur le même fuseau horaire, plus ou moins. Donc, après... En fait, c'est ça, l'avantage, c'est que tout le monde est sur le fuseau horaire. Bon, par contre, ça a signé la mort du championnat d'hémisphère sud, de club. Signé sa qui est mort mort, tout seul, cherche pas. Oui, bien sûr, qui est mort tout seul. Mais voilà. On pourrait en faire une émission entière de ça, mais... Oui. On va pas refaire les Rugby Club, hein, t'inquiète. Mais du coup, effectivement... Ça te titille, hein, quand même, mine de rien. Non, ça va, t'inquiète. Non, ça me fait du bien de parler de sport insolite, ça me permet de parler de positif ou de négatif de temps en temps. D'ailleurs, tiens, pour conclure cette émission, on va vous teaser sur le prochain sport, qui est pour le coup le mien, mon choix, pour cette fois-là, puisque Damien choisira le suivant. Parce que le cricket, c'est un peu le sien quand même. Vous avez vu, il a plein de trucs à raconter sur le cricket et tout. Là, le prochain sport, c'est la balle aux prisonniers. Non, pardon. C'est du dodgeball. Dodgeball. Et oui, il y a des compétitions internationales de dodgeball. Je veux dire que j'ai des images, parce que j'avais trouvé des vidéos YouTube il y a longtemps. J'étais mort de rire. C'est génial ici, le dodgeball en compétition internationale. On va parler donc de balle aux prisonniers et de dodgeball pour l'épisode 8. Damien, je te remercie d'avoir de nouveau participé à cette émission. Je vous rappelle, cher public, que vous pouvez nous retrouver donc en rediffusion. Oui, pardon, excuse-moi, Damien, j'enchaîne. Vous pouvez nous retrouver en diffusion sur YouTube. Merci à toi et merci à vous. Ouais, merci à vous. Vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube pour la rediffusion de l'émission le dimanche suivant la diffusion en direct. Vous pouvez ensuite nous retrouver également sur les podcasts, puisqu'on fait une version audio. Je vous rappelle le principe du podcast, c'est qu'il y a l'émission intégrale, donc en un seul morceau d'1h à 1h10. Bon, là, ça fait 1h20 quand même. Là. On a été pas mal. 1h à 1h20. 1h30. Exactement. Et vous retrouvez aussi dans ce format de podcast audio les morceaux de l'émission pour que ce soit plus digérable ou plus écoutable lors d'un transport dans le métro, etc., d'un trajet domicile-travail. Ça vous permet de digérer l'épisode en morceaux. Et vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast maintenant, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, tout ça. Vous pouvez nous retrouver partout. Vous tapez Capsule de Sport et on est là. Damien, de nouveau, je te remercie. Et on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, gros bisous. Dans 2 semaines pour du dodgeball. Yeah. Allez, tchuss.